Ma famille nous a mis dehors, ma fille de 7 ans et moi, pendant le dîner de Noël. Tu devrais partir et ne jamais revenir, a dit ma sœur. Noël est bien mieux sans toi, a ajouté ma mère. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dit, alors, cela ne vous dérangera pas que je fasse ceci. 5 minutes plus tard, il me suppliait d'annuler mon geste. Certaines histoires ne commencent pas dans le fracas. Elles débutent par une phrase qui blesse plus profondément que n'importe quel cri. Une table de Noël, une enfant de 7 ans assise calmement, et une famille qui décide, à voix haute, qui est à sa place et qui ne l'a pas. Cette histoire habite ce moment précis, où l'amour devient conditionnel, et où le silence devient la chose la plus tranchante dans la pièce. Nous ne sommes pas ici pour nous réjouir de la chute de quiconque, ni pour juger les gens de loin. Si nous écoutons attentivement, nous pourrions y reconnaître quelque chose de familier, cette façon que nous avons de garder le silence pour préserver la paix, cette manière d'accepter moins, pour que nos enfants ne ressentent pas la tension, et enfin, ce point de rupture qui survient. Lorsque quelqu'un franchit la ligne rouge devant un enfant. Alors, restez avec cette histoire, non pas pour choisir un camp, mais pour être témoin de ce qui arrive, lorsqu'un parent cesse de quémander l'acceptation, et choisit plutôt de protéger ce qui compte le plus. Je m'appelle Bowen Lockidge, et j'ai porté cette famille à bout de bras toute ma vie, comme s'il était de mon devoir de mériter ma place parmi eux. Si vous avez déjà été traité comme un fardeau par les personnes censées vous aimer, je pense que vous me comprendrez. Je n'ai pas quitté la maison de mes parents ce soir-là par esprit de mélodrame. Je suis parti parce que ma fille de 7 ans était sur le siège passager, les mains croisées sur ses genoux, comme si elle essayait de prendre le moins de place possible dans ce monde. Et je savais que si j'ouvrais la bouche, soit je m'effondrerais, soit je dirais quelque chose d'irréparable. C'est la partie que les gens ne saisissent pas, lorsqu'ils n'entendent que la version résumée. Ils imaginent un homme adulte qui sort en tempêtant. Ils n'imaginent pas une enfant, dans sa robe de Noël, fixant son assiette comme si elle pouvait lui dire si elle mérite d'être aimée. Elle s'appelle Leia. Elle a 7 ans, et j'ai passé la majeure partie de sa vie à essayer de lui donner ce que je n'ai jamais eu, une fête normale, une pièce sécurisée, une table où elle ne serait pas traitée comme une erreur. Je m'appelle Bowen Lockidge, j'ai 32 ans, et depuis 6 mois, je vis dans le brouillard qui suit un enterrement, après un procès, après le genre d'appel téléphonique qui réduit le monde entier au silence. Evelyn, ma femme, est morte sur un chantier. Ils ont appelé cela une tragédie. L'enquête a conclu que c'était évitable. Les deux mots résonnent comme des couteaux, pour des raisons différentes. Depuis, la vie n'est qu'une succession de respirations courtes et de calculs prudents, le loyer, les courses, les fournitures scolaires, une toux qui se transforme en fièvre au pire moment possible. J'ai appris à garder tous les reçus, car le deuil n'empêche pas les factures d'arriver. Et en chemin, j'ai appris que le contrôle n'est pas une question de pouvoir, mais une question de ne pas s'effondrer devant son enfant. C'est pourquoi mon appartement à Mount Pleasant ressemble à ce qu'il est, propre, minimaliste, presque trop ordonné. Pas de désordre, pas de chaos. Si les comptoirs sont dégagés, mon esprit l'est aussi. Si les chaussures sont alignées, peut-être que le reste de ma vie ne basculera pas. Ce n'est pas une question de décoration, c'est de la survie. L'après-midi avant Noël, j'ai fait ce que je fais toujours quand je m'apprête à affronter quelque chose qui pourrait nous blesser, j'ai tout préparé à l'excès. J'ai vérifié la fermeture éclair du manteau de Leia, 2 fois. Puis encore une fois. J'ai glissé des mouchoirs dans sa poche, puis un petit flacon de sirop contre la fièvre, comme si je me préparais à un ouragan. J'ai glissé un petit jouet, un de ces animaux spongieux qu'elle adore, dans son sac à dos, pour qu'elle ait quelque chose à serrer si l'ambiance devenait pesante. Je l'ai fait discrètement. Comme si, en ne nommant pas la peur, elle risquait de ne pas se réaliser. Leia m'observait plus qu'elle ne regardait la télévision. Elle est devenue ainsi depuis la mort d'Evelyn. Les adultes pensent que les enfants ne remarquent pas les grandes choses parce qu'ils sont petits. Les enfants remarquent tout. Ils n'ont simplement pas les mots, alors ils apprennent des schémas. Ils apprennent qui hausse le ton et qui se tait. Ils apprennent quelles pièces sont sûres et lesquelles sont un test. Et Leia, ma douce petite fille si prudente, a appris la leçon la plus rapide qui soit, quand les gens sont tendus, sois sage. Tais-toi. Ne prends pas de place. Voir cela en elle me serre le cœur à chaque fois, car c'est la même leçon que j'ai apprise dans cette même famille. Je m'étais dit que ce Noël serait normal. Pas parfait, pas magique, juste normal. Quelques heures chez mes parents, à West Ashley, pour Leia.
la laisser ouvrir un cadeau sous un sapin avec d'autres personnes, pour qu'elle n'ait pas à grandir en pensant que les fêtes se résument à nous deux, faisant semblant que tout va bien. Je lui avais promis que nous irions. Je m'étais promis de ne pas laisser ma famille tout gâcher. Le problème, c'est que ma famille n'a jamais eu besoin de ma permission pour gâcher quoi que ce soit. 2 jours avant Noël, ma sœur Sloan a envoyé un message sur le groupe familial, « Soyez là à 18 h. Ne soyez pas en retard. » Pas d'émoticône en forme de cœur, pas de chaleur, juste un ordre déguisé en programme. 1 minute plus tard, elle m'a écrit directement, comme elle le fait toujours quand elle veut exercer son contrôle sans témoin, « J'espère que tu réussiras à être à l'heure cette année. » J'ai fixé ce message plus longtemps que je ne veux l'admettre, car dans son monde, être en retard est un signe d'ingratitude. Dans le mien, être en retard est parfois la différence entre avoir de l'argent pour l'essence ou non. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu que mes mains cessent de trembler. Puis j'ai tapé, « Nous serons là. » Ma mère, Marianne, a enchaîné plus tard dans la soirée avec son propre message privé, « Bowen, ne rends pas tout tendu demain. Viens simplement être agréable, et ne commence rien. » C'était là, le reproche par avance, l'avertissement que si quelque chose explosait, ce serait parce que j'aurais allumé la mèche, même s'il me tendait l'essence. J'ai lu cela 2 fois, et j'ai senti cette vieille pression familière s'installer derrière mes côtes, la pression d'être le problème désigné dans une famille qui a besoin d'un coupable pour se sentir irréprochable. Mon père, Graham, n'a pas envoyé de message du tout. Il le fait rarement. Le silence est sa langue préférée. Cela lui permet d'être présent sans être responsable. C'est aussi la raison pour laquelle Sloan peut dire des choses à voix haute qui devraient pousser un père à se lever et à l'arrêter. J'avais l'habitude de me dire qu'il était fatigué. Qu'il travaillait dur. Qu'il n'aimait pas les conflits. Maintenant, je suis assez vieux pour savoir que ce ne sont que des noms plus jolis pour la même chose, la complicité. La partie que je n'avais dite à personne, parce que je ne me faisais pas confiance pour le dire sans que ma voix ne change, c'est que je n'arrivais pas dans cette maison les mains vides. Pendant des mois, alors que Leia dormait dans un enchevêtrement de couverture à mes côtés et que je fixais le plafond, des avocats, des experts et des enquêteurs s'étaient activés en arrière-plan de ma vie, comme une lente machinerie. De la paperasse, des appels, des retards, l'entreprise qui traînait les pieds, l'assureur qui avançait comme de la mélasse. J'ai engagé un avocat, car je ne pouvais pas porter le deuil et la bureaucratie sans m'effondrer. J'ai appris à redouter la sonnerie de mon téléphone. J'ai appris à détester la phrase « Nous sommes encore en train d'examiner le dossier ». Et puis, juste avant Noël, les choses ont enfin bougé. Un chiffre est apparu sur mon compte, un chiffre qui ne semblait pas être le mien. Non pas parce qu'il faisait de moi un riche imaginaire, mais parce qu'il me rendait dangereux, face aux mauvaises personnes. L'argent change la température d'une pièce. On peut le sentir avant même que quelqu'un ne le dise à voix haute. Le montant exact m'importait peu à cet instant, comparé à l'importance qu'il aurait pour ma famille. Ce qui comptait, c'était son poids, cette façon qu'il avait de s'afficher sur mon écran comme une porte qui s'entr'ouvre. Une issue de secours face à la peur. Un moyen de s'assurer que Leia n'ait plus jamais à écouter des adultes se disputer pour savoir s'il y en avait assez. Je n'ai pas fêté cela. Je n'ai pas fait de shopping. Je n'en ai parlé à personne. J'ai continué à acheter les mêmes céréales de marque distributeur, et à mettre de l'essence pour 10 $ à la fois, par habitude. J'ai gardé le même train de vie, car je sais ce que ma famille respecte. Ils ne respectent pas le deuil. Ils ne respectent pas la difficulté. Ils respectent le pouvoir financier. Et s'ils sentaient ce pouvoir sur moi, ils viendraient renifler comme si c'était le leur. Mais je ne suis pas fier de dire que mon premier instinct n'était pas la vengeance, c'était la paix. Mes parents sont âgés, travaillent encore, et se noient toujours sous des dettes dont ils feignent l'existence. Sloan est toujours entre 2 opportunités, comme seuls peuvent se le permettre ceux qui ont un filet de sécurité. Tran, le mari de Sloan, a un talent particulier pour transformer l'argent des autres en projet personnel. Et j'ai pensé, stupidement, dangereusement, que peut-être, si je les aidais, quelque chose s'adoucirait. Peut-être que si je leur donnais quelque chose de réel, ils me regarderaient enfin comme un fils, plutôt que comme un fardeau. Peut-être que si j'achetais la paix, elle resterait acquise. C'est pourquoi j'ai préparé 3 enveloppes épaisses, de celles qui ne se plient pas facilement. Sur chacune d'elles, un nom était écrit au marqueur noir, Marianne, Graham, Sloan. Je n'ai pas écrit un maman ou papa.
J'ai mis leur prénom, car au fond de moi, je savais que ce n'était pas une question d'affection. C'était une question de condition. J'ai glissé les enveloppes dans la poche intérieure de mon manteau, là où ma main pouvait les toucher, pour me rappeler qu'elles étaient là. Pas un cadeau, mais une ligne, une dernière limite. J'aimerais pouvoir dire que je ne savais pas ce que je faisais, que je ne comprenais pas à quel point c'était définitif, mais la vérité, c'est que je le savais. Je ne voulais simplement pas l'admettre. En grandissant, Sloan était le miracle, et j'étais l'outil. Elle a 6 ans de plus que moi, ce qui signifie qu'elle a été le bébé que tout le monde choyait, tandis que j'étais déjà assez vieux pour être utile. Si Sloan pleurait, le monde s'arrêtait. Si je pleurais, j'étais mélodramatique. Si Sloan voulait des cours de danse, elle les obtenait. Si je voulais quoi que ce soit, on me disait d'être reconnaissant pour ce que j'avais déjà. Les fêtes rendaient cela flagrant. Sloan ouvrait cadeau après cadeau, sous les yeux des adultes qui observaient son enchantement comme un spectacle. Moi, je recevais quelque chose de pratique, puis un sac poubelle et un regard appuyé pour ramasser les papiers cadeaux. Pendant longtemps, je n'ai même pas réalisé que c'était mal. Quand on grandit dans un système, on pense que c'est juste la loi de la gravité. On pense que c'est ainsi que l'amour fonctionne, on le mérite, on ne le reçoit pas. Evelyne a été la première personne à me le dire à voix haute. La première personne qui a observé ma dynamique familiale, sans s'en moquer. Lors de l'un de nos premiers rendez-vous, j'ai mentionné une remarque que ma mère avait faite à Sloan à mon sujet, et j'ai ri, car c'est ce qu'on fait quand on a été entraîné à appeler la cruauté une plaisanterie. Evelyne n'a pas ri en retour. Elle m'a simplement fixé et a dit, « Bowen, ce n'est pas normal. » Je me souviens m'être senti embarrassé, comme si elle m'avait surpris à faire quelque chose d'enfantin. Puis elle a traversé la table pour me serrer la main, comme pour m'ancrer dans une nouvelle réalité. « Tu n'as pas à mériter la gentillesse élémentaire, » a-t-elle dit. Et pendant quelques années avec elle, j'y ai cru. Puis elle est partie, et je suis revenu dans le monde où l'amour s'accompagne de petits caractères. 2 jours avant Noël, mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne connaissais pas. J'étais dans ma cuisine en train de rincer une tasse, quand il a vibré dans ma paume. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que chaque numéro inconnu ressemble désormais à une menace. Peut-être parce que j'étais fatigué d'être ballotté par les agendas des autres. 10 minutes plus tard, Sloan m'a envoyé un message, « Tu as été difficile à joindre ces derniers temps. Tu vas bien ?» Les mots ressemblaient à de l'inquiétude. Le timing ressemblait à un couteau. J'ai senti mon estomac se nouer lentement. Il y avait eu une période, après la mort d'Evelyne, où certains courriers arrivaient encore chez mes parents, car c'était l'adresse figurant sur d'anciens formulaires, de vieux papiers d'assurance, ou des dossiers d'emploi que je n'avais pas pensé à mettre à jour. Des mois plus tôt, en passant récupérer quelque chose, j'avais remarqué une enveloppe dans leur pile qui semblait officielle, déjà ouverte, puis glissée sous un catalogue. Je m'étais dit que ce n'était pas mes affaires. Je m'étais dit que j'étais paranoïaque. Ce souvenir ressurgissait maintenant, comme une main serrant ma gorge. Avait-il vu quelque chose? Avait-il observé ma vie de loin, comme un spectacle, en attendant le moment où l'intrigue se transformerait en argent? Je n'ai pas répondu à Sloan. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire. Un chiffre qui ferait briller le sourire de ma sœur d'un éclat plus tranchant. Un chiffre qui transformerait les questions de Tran en exigences. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis allé vérifier la fermeture éclair du manteau de Leia pour la 3e fois. Si je me concentrais sur les petites choses, je pouvais prétendre que le choc n'approchait pas. Quand est venu le moment de partir, Leia a apporté son petit sac cadeau à la porte, le tenant à 2 mains comme s'il était fragile. Ses lèvres étaient serrées. Dans le miroir de l'entrée, je me suis vu paraître plus vieux que mes 32 ans, non pas de cette façon élégante dont on plaisante parfois, mais de la façon dont le deuil et la responsabilité vous sculptent le visage. Je me suis agenouillé pour ajuster l'écharpe de Leia, puis je l'ai regardée dans les yeux. Et, j'ai dit doucement. Si quoi que ce soit te semble bizarre ce soir, tu restes près de moi, d'accord? Elle a hoché la tête une fois, d'un air vif et sérieux, trop sérieux pour ses 7 ans. J'ai attrapé mon manteau, ma main a frôlé les enveloppes épaisses à l'intérieur pendant une seconde. J'ai failli les sortir et les laisser sur le comptoir. J'ai failli choisir d'entrer dans cette maison avec seulement de bonnes intentions.
puis j'ai repensé au hochement de tête silencieux de Leia, au message de ma mère me disant de ne rien commencer, au timing de Sloan avec son texte, et j'ai glissé les enveloppes plus profondément dans ma poche, comme si je verrouillais une arme jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. Nous sommes montés en voiture. Les lumières de Charleston défilaient à travers le pare-brise comme une carte postale. Les gens riaient dehors, portant des boîtes emballées, vivant dans l'histoire que Noël est censé raconter. J'ai conduit vers West Ashley, la mâchoire serrée et les épaules raides, comme si mon corps savait déjà qu'il allait au combat. À un feu rouge, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Leia fixait la fenêtre, serrant son sac à dos. Sa bouche n'était qu'un trait fin. Je me suis dit, juste un dîner, juste 2 heures. Je me suis dit que ça irait, mais au fond de moi, là où l'on ne se ment pas, je savais que j'entrais peut-être dans la maison de mes parents pour la dernière fois en tant que leur fils. Au moment où nous nous sommes garés, la maison ressemblait à une image de Noël, une lumière jaune et chaleureuse aux fenêtres, une couronne sur la porte, des rennes gonflables sur la pelouse souriant comme des idiots. Cela aurait été drôle si cela ne me donnait pas la nausée. Ma famille a toujours été douée pour les apparences. Ils savent comment donner l'impression d'être des gens parfaits depuis la rue. C'est à l'intérieur que les règles s'appliquent. C'est à l'intérieur que l'on apprend qui compte vraiment. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, la hiérarchie nous a frappés comme une odeur. La voix de Marianne a monté d'une octave, comme elle le fait toujours quand elle veut être entendue de tous. Mes bébés, a-t-elle chanté. Et elle ne parlait pas des miens. Elle parlait des enfants de Sloan, qui sautaient déjà dans le salon, déchirant des nœuds, laissant derrière eux une traînée de papier cadeau comme des confettis. Marianne les a serrés dans une étreinte qui a duré assez longtemps pour être une mise en scène, son rire bruyant, ses mains s'agitant sur leurs cheveux comme si elle auditionnait pour le titre de grand-mère de l'année. Puis elle s'est tournée vers Leia et moi. Son sourire est resté, mais il a changé de température. Elle s'est penchée et a tapoté la tête de Leia, un petit geste sec, comme on vérifie si une lampe fonctionne. « Salut, ma puce », a-t-elle dit, et ses yeux ont glissé au-delà de ma fille pour se poser sur moi, jaugeant déjà ce que j'apportais dans la pièce, en plus de ma simple présence. Leia s'est rapprochée de ma jambe. Sloan a émergé de la cuisine comme si elle avait attendu le moment précis de notre arrivée. Elle portait une robe pull parfaite et un sourire qui semblait pratiqué, ce genre de sourire qui dit « je suis raisonnable », tandis que ses yeux disent « j'ai déjà décidé que tu avais tort ». Elle m'a toisé de haut en bas, puis a regardé Leia. « Oh », a-t-elle dit d'une voix légère. « Mignon. Très simple. » C'était le mot qu'elle utilisait toujours pour vous faire sentir petit sans paraître cruel. Simple, comme si une enfant de 7 ans aurait dû être habillée pour un gala. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je n'ai pas répondu. J'ai embrassé le sommet de la tête de Leia et je l'ai guidée vers le salon, où elle a immédiatement choisi le coin le plus éloigné du canapé. Pas le centre confortable, mais le coin où elle pouvait se faire petite. Ma fille ne s'est pas affalée comme une enfant qui se sent chez elle, elle s'est perchée comme une invitée qui sait qu'on peut lui demander de partir à tout moment. Cela m'a fait plus de mal que n'importe quel commentaire de Sloan. Tran est arrivé derrière Sloan, un verre à la main, comme s'il s'était déjà installé dans une maison qui n'était pas la sienne. Il m'a tapé sur l'épaule avec la familiarité d'un homme qui pense que la proximité vaut permission. « Bowen », a-t-il dit, étirant mon nom comme une plaisanterie. « Regarde-toi, toujours en train de tenir le coup. » Ses yeux ont glissé vers mes chaussures, puis sont remontés comme s'il lisait mon état financier à travers ma tenue. « C'est toujours serré ?» a-t-il demandé, sur ce ton que les gens utilisent quand ils vous demandent si vous êtes toujours dans cette phase où vous n'avez pas les moyens d'être intéressant. Il a ricané comme s'il avait été spirituel. Je lui ai adressé un sourire poli qui n'a rien atteint en moi. « Nous allons bien », j'ai dit. Les doigts de Leia se sont serrés sur l'anse de son sac cadeau. Je l'ai observé alors qu'elle le regardait, et je pouvais presque voir les petits calculs derrière ses yeux. Ne réagis pas. Ne leur donne pas de raison. Sois sage. Je détestais qu'elle ait ses instincts. Je détestais les comprendre si bien. L'après-midi s'est étiré de cette façon propre à la maison de mes parents, de petites discussions avec des pics cachés, des rires qui ressemblent à des avertissements. Marianne passait de la cuisine au salon comme si elle dirigeait un orchestre, distribuant les tâches sans demander. Sloan flottait à ses côtés comme une assistante de direction. Mon père, Graham, était assis dans son fauteuil devant un match de football au volume bas, hochant la tête pour rien, participant juste assez pour être compté comme présent. Il souriait aux petits-enfants,
mais ne me regardait pas longtemps. Quand il le faisait, ses yeux fuyaient, comme si le contact visuel était un engagement qu'il refusait. Léa n'arrêtait pas de demander d'aller aux toilettes, même quand je savais qu'elle n'en avait pas besoin. C'était un réflexe d'enfant classique, quand on se sent submergé, on trouve une excuse pour quitter la pièce. Je l'ai accompagnée dans le couloir la première fois, et elle me serrait la main trop fort pour une simple envie d'uriner. « Ça va ?» j'ai chuchoté. Elle a hoché la tête rapidement. « Est-ce que je peux rester près de toi ?» a-t-elle demandé. « Toujours », j'ai dit, et je le pensais. En revenant, j'ai remarqué comment les yeux de Marianne suivaient Léa, non pas avec affection, mais avec ce regard irrité que les gens ont quand un enfant ne joue pas le rôle qu'ils attendent. Léa n'était ni bruyante ni impolie, elle était silencieuse. Mais dans ma famille, le silence n'est pas toujours synonyme de sécurité. Le silence peut être interprété comme de la défiance, si la mauvaise personne en décide ainsi. J'ai essayé de nous rendre invisibles. Je gardais Léa près de moi. Je répondais aux questions par des phrases courtes et neutres. Je n'offrais aucune émotion à Sloan pour qu'elle puisse la déformer. C'était ma stratégie, les laisser parler, les laisser se révéler, car j'étais entré dans cette maison avec un soupçon que je ne pouvais ignorer. Et chaque minute passée à l'intérieur le confirmait. C'est la poubelle de la cuisine qui a tout déclenché. Marianne m'a demandé de rapporter de la glace depuis le garage, et quand je suis revenu par la porte latérale, je me suis retrouvé seul dans la cuisine un instant. L'odeur de la dinde rôtie et de la cannelle flottait dans l'air. Tout semblait parfait. Puis mes yeux ont capté quelque chose dans la poubelle, un papier blanc avec un en-tête soigné, le coin déchiré, comme si quelqu'un avait essayé de détruire juste assez d'éléments pour prétendre que ce n'était rien. Un document officiel. Juridique. Le genre de papier qui n'est pas accompagné de coupons de réduction. J'ai fixé l'objet jusqu'à ce que mon estomac se glace. Mon premier instinct a été de prétendre que je n'avais rien vu, car affronter Marianne revient à frapper dans le brouillard, elle aura l'air blessée, puis offensée, puis elle fera en sorte que ce soit ma faute pour avoir remarqué. Mais mes mains ont bougé avant que je ne puisse les arrêter. J'ai entrouvert le sac poubelle juste assez pour faire glisser le papier. En haut figurait le nom d'un cabinet d'avocats. Ce n'était pas exactement l'entête de mon avocat, mais le style était assez proche pour que mon pouce accélère. Il y avait un numéro de référence, le genre qui apparaît quand quelqu'un suit une réclamation. Le coin était arraché précisément là où mon nom aurait dû se trouver. Je suis resté là, tenant cela comme une preuve sur une scène de crime. Marianne est entrée derrière moi, portant un plateau, et l'atmosphère a changé instantanément. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé, trop vite, d'un ton trop enjoué. J'ai soulevé le papier d'1 millimètre. « Qu'est-ce que c'est ?» Son visage n'a pas bougé, mais sa voix si, ce petit bégaiement que l'on entend quand quelqu'un doit choisir un mensonge. « Oh, ça » a-t-elle dit avec un rire méprisant. « Des publicités. Un truc sans importance. Jette-le. » Les publicités n'ont pas de numéro de référence ni d'entête d'avocat. « Comment est-ce arrivé ici ?» j'ai demandé, en gardant la voix basse. « Bowen » a-t-elle prévenu. Et c'était là, le ton qui signifie « arrête de poser des questions, ne fais pas ça, pas aujourd'hui ». Pas aujourd'hui, ce qui signifiait qu'elle savait exactement ce que c'était. Qu'elle savait que c'était important. Qu'elle gérait mon courrier comme s'il lui appartenait. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. J'ai plié le papier et je l'ai glissé dans ma poche avec les enveloppes. Les yeux de Marianne ont fixé cette poche comme si elle pouvait voir à travers le tissu. « Je ne sais pas pourquoi tu en fais tout un plat pour rien », a-t-elle dit. Je l'ai regardée. J'ai failli rire. Elle avait prononcé cette phrase toute ma vie, chaque fois que je pointais du doigt une fissure dans la famille et que je l'appelais par son nom. Je suis sorti de la cuisine sans répondre. Mes mains étaient fermes, mais pas mon fort intérieur. Dans le couloir, je suis allé suspendre nos manteaux. Léa était à mes côtés, observant le salon comme si elle traquait un danger. C'est alors que j'ai entendu la voix de Sloan, au détour d'un angle, assez basse pour qu'elle pense que je ne l'entendais pas, mais assez tranchante pour que je l'entende. « Ce soir, il faut conclure », a-t-elle dit. « Ne le laissons pas nous glisser entre les doigts. » Tran a ricané doucement. « Il ne le fera pas », a-t-il dit. « Il est prévisible. » Conclure. Glisser entre les doigts. Ce ne sont pas des mots que l'on utilise pour parler de sentiments familiaux. Ce sont des mots que l'on utilise pour un marché,
une vente, un contrat. Ma peau s'est tendue. J'ai tourné la tête légèrement, juste assez pour les apercevoir à travers l'espace entre le couloir et l'entrée de la cuisine. Sloan était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. Tran se tenait près d'elle, hochant la tête comme un homme écoutant un plan. Leurs visages n'exprimaient pas de colère, ils étaient concentrés, comme s'il s'agissait de logistique. Je ne les ai pas affrontés. Pas encore. J'ai laissé la chaleur dans ma poitrine se transformer en quelque chose de plus froid. J'ai ajusté le manteau de Leia sur le crochet comme si je n'avais rien entendu. Puis, en retournant vers le salon, je suis passé devant le bureau de mon père. La porte était habituellement fermée, c'était l'espace sacré de Graham, la pièce où je n'étais jamais censé entrer enfant, sauf si j'y étais convoqué. La porte était entr'ouverte maintenant, de quelques centimètres. À travers cet espace, j'ai vu une pile épaisse de papier sur le bureau et un stylo posé parfaitement dessus, comme si quelqu'un l'avait disposé pour une photo. Pas une pile en désordre, pas du courrier aléatoire, un ensemble qui attendait. Ma bouche est devenue sèche. On ne prépare pas un stylo ainsi, à moins d'attendre une signature. Je ne suis pas entré, je n'ai rien touché, mais l'image s'est gravée dans mon esprit. Ma mère avait un document juridique déchiré dans la poubelle. Ma sœur parlait de conclure. Le bureau de mon père était prêt pour une cérémonie de signature. Et j'étais entré dans cette maison en pensant pouvoir offrir à ma fille un Noël normal. J'ai senti le vieux réflexe de soumission remonter en moi, ce réflexe d'arrondir les angles, de préserver la paix. Puis j'ai regardé Leia, debout dans le couloir, les épaules légèrement voûtées comme si elle essayait de disparaître. Ce réflexe est mort. J'ai ajusté ma stratégie en temps réel. Je n'allais pas argumenter. Je n'allais pas me défendre. J'allais les laisser abattre leurs cartes. J'ai glissé les 3 enveloppes plus profondément dans la poche de mon manteau, pour qu'elles soient contre mes côtes, près de mon cœur. Pas par sentimentalisme, mais parce qu'elles représentaient le contrôle, le seul contrôle qu'il me restait dans cette maison. Je me suis dit, s'ils essaient de présenter cela comme des limites, je vais leur montrer à quoi ressemblent de vraies limites. S'ils essaient de m'humilier, je resterai calme. S'ils essaient de me faire supplier, je ne le ferai pas, car mon enfant me regarde. Le salon s'est rempli à mesure que le soleil déclinait. Plus de nourriture est arrivée, plus de bruit. Marianne a appelé tout le monde à table comme si elle appelait des acteurs sur scène. Sloan a pris sa place en face de moi, souriant comme si elle avait déjà gagné. Tran était assis à ses côtés, son genou s'agitant avec une confiance impatiente. Graham était en bout de table, silencieux comme à son habitude. Leia était assise près de moi, ses petites mains croisées, les yeux fixés sur son assiette. J'ai posé ma main sur sa cuisse, sous la table, une pression constante pour lui dire « Je suis là ». Elle a tressailli au début, puis s'est détendue en réalisant que c'était moi. Sloan a levé son verre et a ri de quelque chose qu'un de ses enfants venait de dire. Pendant une seconde, la scène semblait presque normale, presque. Puis elle a posé sa fourchette doucement, comme si elle posait un marteau de jus sur un bureau. Sa voix était calme, trop calme. Avant de manger, a-t-elle dit, il y a quelques affaires familiales sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. La jambe de Leia a tremblé sous ma main. Je l'ai sentie à travers son collant, comme un pouls. J'ai gardé un visage neutre. J'ai inspiré lentement. J'ai pensé au stylo préparé dans le bureau de Graham. J'ai pensé à l'entête déchirée dans la poubelle de Marianne. J'ai pensé aux paroles de Sloan, conclure. Ne le laissons pas nous glisser entre les doigts. Et j'ai su que le vrai dîner n'avait même pas encore commencé. La voix de Sloan s'est abattue sur la table comme un couvercle qui se referme. Avant de manger, a-t-elle répété, il y a quelques affaires familiales sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. La dinde trônait au centre comme un accessoire, la peau dorée et luisante, la vapeur s'en échappant encore. La belle vaisselle de Marianne était alignée comme pour une peinture de Norman Rockwell. Mais rien dans cette pièce n'était chaleureux, tout semblait mis en scène. Sloan était assise directement en face de moi, le dos bien droit, les mains croisées, l'image même de l'autorité sereine. Marianne s'était installée à ses côtés comme un témoin fidèle. Graham occupait le bout de la table, avec le regard lointain d'un homme qui préférerait négocier avec de la purée de pommes de terre plutôt qu'avec ses propres enfants. Tran s'adossait à sa chaise, décontracté et confiant, un sourire commençant déjà à poindre,
comme s'il sentait qu'un spectacle allait commencer. Léa était assise à ma droite, si petite à cette longue table que c'en était dérangeant, comme si l'on avait placé une chaise d'enfant dans une pièce conçue pour que les adultes dominent. Je gardais ma main sur sa cuisse sous la table. Une pression constante. Une encre. Je n'ai pas regardé Sloan en premier, j'ai regardé ma fille. Ses yeux étaient baissés. Pas d'un air endormi, mais d'un air évasif. Elle avait commencé à aligner ses petits pois, puis à briser la ligne pour recommencer, ses petits doigts bougeant avec une précision méticuleuse. Elle comptait sans le faire à voix haute, un problème de mathématiques silencieux pour empêcher son esprit d'entendre ce que son cœur redoutait déjà. Marianne a commencé par une attaque feutrée. Bowen, a-t-elle dit, traînant mon nom dans un sourire. Tu as l'air fatigué. La façon dont elle l'a dit faisait paraître la fatigue comme un échec moral, comme si j'avais choisi le deuil pour attirer l'attention. Longue journée, a ricané Tran avant que je ne réponde. Ou longue année. Il a levé son verre et a pris une petite gorgée lente, me fixant comme s'il attendait que je bronche. Sloan a incliné la tête vers la robe de Léa. Mignon, a-t-elle dit. Très simple. Simple, encore une fois, comme si la valeur de ma fille pouvait se mesurer en paillettes. J'ai senti la chaleur monter derrière mes côtes, brûlante et rapide. Le vieux réflexe de me défendre, d'expliquer, de quémander la pitié. Je l'ai ravalé. Nous allons bien, j'ai dit. Les deux mêmes mots que j'utilisais depuis des mois. Bien, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas les moyens d'affronter la vérité. Marianne a soupiré comme si je l'avais déçue en n'étant pas plus divertissant. Eh bien, a-t-elle dit, nous voulons simplement que cette soirée soit agréable. Agréable, son mot préféré pour désigner le silence, la soumission, et le fait que je ne gâche pas l'histoire qu'elle prévoyait de raconter plus tard sur son parfait Noël en famille. La fourchette de Sloan a cliqueté contre son assiette, un petit bruit qui a suffi à faire taire la pièce. Ne tournons pas autour du pot, a-t-elle dit. Ça a été beaucoup à gérer. Et maman et papa sont d'accord. Elle ne les a pas regardés en disant cela, elle n'en avait pas besoin. Leur soutien était implicite dans leur immobilité. Graham n'a pas levé les yeux. Marianne n'a pas protesté. Tran a hoché la tête vers le vide, comme un homme approuvant l'ordre du jour d'une réunion. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce genre de conversation, celle où je n'ai pas le droit d'avoir de sentiments, et si j'en ai, on me traite de mélodramatique. Le genre de conversation où les limites sont fixées par les autres pour moi, mais où je n'ai pas le droit de fixer les miennes en retour. Qu'est-ce que vous faites? J'ai demandé calmement, en gardant la voix basse pour Léa. Le sourire de Sloan s'est élargi d'une façon qui n'avait rien de chaleureux, c'était de la certitude. Nous avons tous décidé, a-t-elle dit, qu'il valait mieux que tu partes. J'ai cligné des yeux une fois, comme si mon corps gagnait du temps. Partir, j'ai répété. Comme. Quitter la table? Tran a reniflé. Marianne a eu un tressaillement des lèvres comme si elle essayait de ne pas rire. Sloan s'est adossé et a croisé les bras. Quitter la maison, a-t-elle précisé. Et ne pas revenir. Les mots étaient nets, répétés, délivrés comme une réplique qu'elle aurait travaillée devant son miroir. Les doigts de Léa ont cessé de bouger. Elle a levé la tête juste assez pour me regarder, les yeux grands ouverts mais secs, comme si elle avait appris que les larmes n'aident pas dans cette pièce. Marianne a enchaîné immédiatement, incapable de laisser Sloan sous les projecteurs plus de 2 secondes. Noël est bien mieux sans toi, a-t-elle dit presque doucement, comme si elle parlait d'une odeur de bougie qu'elle n'aimait pas. La pièce est devenue silencieuse de cette façon épaisse et délibérée qu'ont les familles quand elles attendent que quelqu'un supplie. Quand elles attendent que je supplie. J'ai regardé Graham pendant une seconde. Juste une seconde. J'ai pensé qu'il ferait peut-être quelque chose, qu'il s'éclaircirait la gorge, dirait « attendez une minute », dirait « ça suffit », dirait quelque chose qui ferait de lui un père plutôt qu'un meuble. Il ne l'a pas fait. Il fixait son assiette comme si la sauce était devenue fascinante. Son silence est tombé comme un seau, approuvé, définitif. Quelque chose dans ma poitrine s'est brisé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Discrètement, poliment, comme on m'avait appris à me briser. J'avais 2 choix, je pouvais jouer la scène habituelle, je pouvais plaider ma cause, je pouvais expliquer mes finances, mon deuil, mon épuisement. Je pouvais leur rappeler qu'Evelyn est morte, que j'élève Léa seule et que je fais de mon mieux.
Je pouvais essayer de gagner une place à une table qui m'avait toujours traité comme un invité de passage. Ou je pouvais arrêter de passer des auditions. J'ai posé ma fourchette. Le métal a touché l'assiette avec un tintement léger qui a semblé plus fort qu'il n'aurait dû. Je me suis tourné vers Leia et j'ai gardé la voix calme, presque douce. Ma puce, j'ai dit, est-ce que tu peux aller chercher ton manteau et ton petit sac à dos? Les sourcils de Marianne se sont haussés. Sloan a semblé satisfaite, comme si je venais de prouver qu'elle avait raison. Le sourire de Tran s'est élargi, prêt pour le spectacle. Leia n'a pas hésité. Elle a glissé hors de sa chaise et s'est dirigée vers le couloir avec la rapidité silencieuse d'une enfant qui attendait l'autorisation de s'échapper. Cela m'a frappé plus fort que tout le reste, ma fille était soulagée de partir. Elle portait ce malaise depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Dès qu'elle a disparu au coin du couloir, l'ambiance a changé comme un décor de théâtre. Sloan a expiré comme si une tâche venait d'être accomplie. Bien, a-t-elle dit. C'est réglé. Tran s'est adossé et a poussé un petit soupir de satisfaction. Marianne a tamponné ses lèvres avec sa serviette, l'image même de la dignité. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire, m'a-t-elle dit, comme si c'était moi qui causais du tort. Je les ai regardés, tous autant qu'ils étaient, et j'ai senti mon visage faire quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai souri. Pas un sourire amical, mais le genre de sourire que l'on a quand on réalise qu'on essaie de gagner à un jeu truqué. D'accord, j'ai dit. Les épaules de Sloan se sont relâchées, l'autosatisfaction s'installant. Enfin, a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise. Les pieds ont grincé sur le sol, et je sentais Tran m'observer comme s'il attendait une crise de nerfs, attendant le moment où il pourrait pointer du doigt et dire « Vous voyez ? C'est pour ça que nous fixons des limites. » Je ne lui ai pas donné ce plaisir. Je me suis dirigé vers l'entrée de la cuisine et je me suis arrêté. Mon manteau était encore sur ma chaise, la poche intérieure pressée contre mon flanc, contenant ces 3 enveloppes épaisses, lourdes de conséquences. Je suis entré dans la cuisine et je suis allé directement au placard, près du bout du comptoir, celui que Marianne réservait aux plateaux et aux plats de service. Plus tôt, alors que tout le monde était occupé dans le salon, j'avais glissé les enveloppes derrière une pile de plats, cachés comme un secret que je n'étais pas sûr de mériter d'avoir. Je m'étais dit que j'attendais le bon moment. Il s'est avéré que le bon moment était celui où il disait à mon enfant qu'elle n'avait pas sa place. J'ai tendu la main et je les ai sortis. 3 feuilles de papier épais à l'intérieur d'enveloppes rigides, chacune étiquetée au marqueur noir comme une pièce à conviction, Marianne, Graham, Sloan. Je les ai posées sur le comptoir en une rangée nette, de la même façon qu'on pose un objet fragile qui peut encore couper. Sloan m'a suivi, la curiosité remplaçant son air suffisant. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle exigé. Tran s'est penché derrière elle. « Ce sont des cartes » a-t-il ricané. Marianne a eu un petit rire nerveux, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Comportement typique » a-t-elle murmuré, avant de se reprendre, comme si elle avait failli utiliser le mauvais nom pour le rôle que j'avais joué toute ma vie, celui du mélodramatique. Graham se tenait dans l'embrasure de la porte, prêtant enfin attention. « Si tu essaies de nous faire culpabiliser, » a-t-il dit d'un ton plat, « ne le fais pas. » J'ai croisé son regard pour la première fois de la soirée. « Oh » j'ai dit, toujours souriant. « Ce n'est pas de la culpabilité. » J'ai tapoté les enveloppes du bout des doigts. « Ce sont simplement les conséquences. » La mâchoire de Sloan s'est serrée. « Tu penses qu'on a besoin de tes cadeaux » a-t-elle craché. « Tu penses qu'on va regretter ton petit truc pitoyable » Tran a ri trop fort. « Ouais, Bowen » a-t-il dit. « Tu n'es pas vraiment le Père Noël. » Marianne a fait un geste de la main. « C'est ridicule » a-t-elle dit. « Tu prouves exactement notre point de vue. » Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai ramassé l'enveloppe étiquetée Marianne, et je l'ai déchirée en plein milieu. Le bruit de la déchirure était sourd, mais dans cette cuisine, il a résonné comme un coup de feu. Le rire de Marianne s'est éteint net et elle a eu un hoquet de surprise, sa voix changeant de ton. J'ai ramassé l'enveloppe étiquetée Graham et je l'ai déchirée à son tour, d'un geste lent et propre, comme si je lui rendais son propre silence sous une forme qu'il ne pouvait ignorer. Le visage de Graham s'est figé, une lueur ressemblant à de la panique a traversé ses yeux avant qu'il ne la masque. Tran a cessé de rire. Il s'est redressé sur sa chaise,
comme si son cerveau venait enfin de comprendre la situation. Sloan s'est approché, les yeux fixés sur les bords déchirés. « Arrête » a-t-elle sifflé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai ramassé l'enveloppe étiquetée Sloan, et cette fois, je n'ai pas hésité. Je l'ai déchiré d'un seul geste décisif et j'ai déposé les morceaux en 3 piles distinctes, une pour chacun d'eux, comme des offrandes qu'ils ne méritaient pas. Il y a eu un instant de silence où personne n'a bougé. Puis Tran a lâché un rire nerveux, qui semblait forcé et déplacé. « D'accord, a-t-il dit. C'est de la folie. » La voix de Sloan est devenue tranchante, tu es désaxé. C'est exactement pour ça que nous avons dit. Marianne a secoué la tête lentement, comme si elle observait un étranger. Vous voyez, a-t-elle chuchoté. Vous voyez ce qu'on doit supporter? Je me suis détourné et je suis retourné vers le couloir. Leia était là, déjà vêtue de son manteau, son petit sac à dos sur les épaules, ses mains croisées devant elle comme si elle se préparait à un exercice d'incendie. Elle levait les yeux vers moi, mais elle n'avait pas l'air surprise. C'était la partie qui faisait le plus mal. J'ai pris sa main. On y va, j'ai dit doucement. Nous avons franchi la porte d'entrée et l'air froid m'a fouetté le visage, assez fort pour me réveiller. En descendant les marches du perron, j'ai jeté un regard par la fenêtre sans le vouloir. Ils étaient encore dans la cuisine, fixant le comptoir. Et c'est là que je l'ai vu, Marianne s'est penchée en avant pour ramasser un morceau déchiré, ses doigts tremblants. Graham s'est approché, la bouche entr'ouverte. Sloan a arraché un morceau et a commencé à essayer de les assembler comme un puzzle, d'un geste frénétique. Leurs visages ont changé en temps réel, de la suffisance à la confusion, de la confusion à la pâleur, de la pâleur à la panique. La bouche de Marianne s'est ouverte toute grande. Je ne pouvais pas l'entendre au début à travers la vitre. Puis la porte d'entrée s'est ouverte brutalement derrière nous. Bowen. La voix de Marianne s'est brisée, soudainement brute. Des pas ont martelé le bois du perron, rapide et maladroit. « Attends » a hurlé Sloan, nu-pied sur le bitume glacé. « Attends, reviens. » La voix de Tran a tonné derrière eux, comme s'ils pensaient que le volume sonore pouvait annuler ce que le papier avait scellé. « Attends, mec. » Graham semblait différent lui aussi, ni calme, ni résigné. « Bowen » a-t-il appelé. « Arrête. Arrête et discutons. » La main de Leia s'est serrée dans la mienne alors que nous atteignions la voiture. J'ai ouvert la porte passager pour elle, lui tenant toujours la main jusqu'à ce qu'elle soit installée. Marianne s'est précipitée de mon côté du véhicule, les yeux égarés. « S'il te plaît » a-t-elle crié. « S'il te plaît, tu ne peux pas. » Sloan s'est glissé à ses côtés, sa respiration créant des nuages de vapeur. « Répare ça » a-t-elle exigé. Puis sa voix s'est brisée, « Répare ça, s'il te plaît. » Graham se tenait à quelques pas de là, la poitrine haletante, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Tran flottait derrière eux, soudainement hésitant, comme un tyran qui réalise que l'enfant qu'il malmenait a quelque chose de tranchant dans sa poche. 5 minutes plus tôt, il me disait que Noël était bien mieux sans moi. Maintenant, il me suppliait d'annuler quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer à voix haute. Je me suis glissé sur le siège conducteur. Leia fixait droit devant elle, pâle sous la lumière du tableau de bord. Le téléphone dans ma poche a vibré à nouveau, comme si la maison elle-même essayait de m'agripper à travers le tissu. J'ai démarré le moteur. Je n'ai pas baissé la vitre. Je n'ai pas fait de discours. J'ai simplement fait marche arrière dans l'allée et je suis parti, tandis que leurs silhouettes s'amenuisaient dans le rétroviseur, les bras s'agitant, les bouches bougeant. Le parfait Noël en famille volant en éclats derrière eux, dans la chaude lumière jaune. L'autoroute nous a avalés rapidement. Charleston s'est estompé derrière les arbres sombres et les réverbères épars, tandis que la pluie commençait à tomber sous forme de brume fine, étirant le monde en de douces traînées. Les essuie-glaces battaient la mesure comme un métronome. Je gardais les deux mains sur le volant et les yeux rivés sur la route, car si je regardais Leia trop longtemps, je risquais de ne plus pouvoir garder une voix ferme. Mon téléphone vibrait dans ma poche comme un insecte piégé, sans interruption. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas sorti. Chaque sonnerie ressemblait à un crochet, chaque vibration à des doigts m'attrapant la cheville. Je n'allais pas les laisser nous ramener dans cette maison. Pas ce soir. Pas jamais. Papa. La voix de Leia était ténue,
presque étouffée par le bourdonnement de la route. Je lui ai jeté un coup d'œil sans trop détourner la tête. Elle était assise avec son sac à dos sur les genoux, comme s'il s'agissait d'une armure. Son manteau était zippé jusqu'en haut. Ses petites mains étaient croisées, les jointures blanches. « Oui, ma puce », j'ai dit. Il y a eu un silence, et je l'entendais chercher ses mots. « Où est-ce qu'on va ?» La question aurait dû être simple, elle m'a frappé comme un coup de poing, car je ne savais pas. La maison était à 2 heures de route, à Mount Pleasant. J'avais prévu de passer la nuit chez mes parents. C'était tout le programme, le réveillon ensemble, dormir sur place, se réveiller devant des pancakes, essayer d'offrir à Leia les fêtes qu'elle méritait. Maintenant, ce plan n'était plus que cendre, et je conduisais dans l'obscurité humide avec une enfant de 7 ans qui venait de voir sa grand-mère sourire en disant que Noël était bien mieux sans elle. J'ai serré le volant à en avoir mal aux doigts. On va trouver un endroit où dormir, j'ai dit prudemment. Juste pour cette nuit. Leia a hoché la tête une fois, comme si elle s'était attendue à cette réponse, comme si elle s'était déjà adaptée. Cela m'a brûlé la gorge. J'ai conduit jusqu'à ce que les panneaux de sortie me semblent familiers d'une autre façon, pas la familiarité du foyer, mais celle de l'aspect pratique. Un hôtel près de l'autoroute, pas un motel glauque au néon vacillant, mais un endroit respectable avec un hall lumineux et un parking propre. Je voulais de la chaleur. Je voulais de la sécurité. Si je ne pouvais pas donner à ma fille une famille aimante ce soir, je pouvais au moins lui offrir une porte qui ferme à clé et un lit qui n'était pas dans une maison où elle devait mériter le droit d'exister. Le hall sentait le café et le produit de nettoyage au pain. Un sapin de Noël se tenait dans un coin, paré de douces lumières blanches. La femme à la réception a souri en voyant Leia, pas ce sourire pincé que ma mère utilise quand elle est en représentation, mais un vrai sourire, comme si elle était sincèrement contente de voir une enfant entrer dans sa nuit. « Bonjour toi », a-t-elle dit à Leia. « Tu veux un chocolat chaud ou un verre de lait ?» Leia a cligné des yeux, surprise par la question, comme s'il ne lui était pas venu à l'esprit qu'un adulte puisse lui offrir quelque chose sans lui donner l'impression qu'il s'agissait d'une faveur qu'elle devrait rembourser. « Un chocolat chaud », a-t-elle murmuré. La femme a ri doucement. « Un chocolat chaud, c'est parti. » Elle a fait glisser une petite tasse sur le comptoir et a ajouté un sucre d'orge. Je l'ai remerciée, ma voix sortant de façon rauque. Nous avons pris une chambre avec 2 lits. Quand la porte s'est verrouillée derrière nous, le silence semblait différent de celui de chez mes parents, pas lourd, pas dans l'attente, simplement calme. Leia a enlevé ses chaussures et a grimpé sur l'un des lits, comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. Je me suis assis sur le bord de l'autre lit et j'ai fixé mes mains, m'attendant encore à y trouver une fourchette, sentant encore le poids de ses enveloppes contre mes côtes. Pendant 1 minute, aucun de nous n'a parlé. Puis Leia a dit, très doucement, comme si elle confessait quelque chose qu'elle avait eu peur d'admettre, « Grand-mère ne m'aime pas. » J'ai senti un pincement au cœur derrière mes yeux. Leia, j'ai commencé automatiquement, cherchant la phrase d'adulte, le mensonge protecteur, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, a-t-elle dit. Pas en colère, simplement certaine. Elle aime les enfants de Sloan. Elle s'est interrompue, puis s'est corrigée comme si elle énumérait des preuves. Elle les aime plus. La tasse de chocolat chaud réchauffait mes mains, elle ne réchauffait pas la pièce. Pourquoi penses-tu ça ? J'ai demandé, forçant ma voix à rester calme. Leia a haussé une épaule, ce genre de geste que font les enfants quand ils ont déjà accepté l'injustice et qu'ils essaient simplement de la cartographier. Elle leur fait des câlins à eux en premier, a-t-elle dit. Elle leur donne les bons cadeaux. Elle dit leur prénom avec une voix joyeuse. Elle a baissé les yeux vers la couverture, triturant un fil lâche. Quand elle dit mon prénom, c'est comme quand on appelle le chien pour qu'il s'en aille. Les mots étaient là, posés, laids et vrais. J'avais envie de faire demi-tour et d'écraser chaque couronne de fleurs sur cette porte d'entrée. J'avais envie de faire irruption dans cette cuisine et de les forcer à le dire à voix haute, oui, nous avons traité une enfant comme si elle était un inconvénient. À la place, j'ai pris une lente inspiration et j'ai cherché la main de Leia. Ce n'est pas ta faute, j'ai dit. Tu n'as rien fait de mal. Leia m'a regardé, le regard fixe. Je sais, a-t-elle dit. Et sa voix s'est faite plus petite, mais je n'aime pas ça quand même. J'ai serré sa main. Moi non plus, j'ai chuchoté. J'ai essayé de lui donner quelque chose de mieux que du réconfort, quelque chose de vrai.
Tu n'auras plus jamais à essayer de plaire aux gens en restant silencieuse, je lui ai dit. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter d'être aimée. Tu peux faire du bruit. Tu peux faire des bêtises. Tu peux être toi. Leia m'a fixé pendant un long moment, comme pour tester si ces mots étaient réels. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a fendu le cœur, « Mais toi tu le fais », a-t-elle dit. Tu le fais tout le temps. Je suis resté immobile, car elle n'avait pas tort. Les enfants ne manquent pas les schémas, ils les absorbent. Ils regardent qui s'excuse le premier. Ils regardent qui se fait blâmer. Ils regardent qui ravale sa douleur et dit que tout va bien, jusqu'à ce que cela fasse mal. Leia, j'ai dit, et ma voix tremblait malgré mes efforts. Je suis désolé. Elle a cligné des yeux, confuse. Pourquoi? Je l'ai prise dans mes bras, son petit corps chaud et léger contre le mien. Parce que je t'ai laissé voir ça, j'ai murmuré dans ses cheveux. Parce que je t'ai laissé t'asseoir à cette table, et te sentir obligé de disparaître. Ses petits bras se sont enroulés autour de mon cou, me faisant confiance malgré tout. Cette confiance m'a bouleversé. Est-ce qu'on peut regarder un film, a-t-elle demandé après un moment, la voix étouffée contre mon épaule. La requête la plus simple du monde. Une demande d'enfant. Une demande normale. Cela ressemblait à une bouée de sauvetage. Oui, j'ai dit, essuyant mon visage du revers de la main alors qu'elle ne regardait pas. On peut regarder ce que tu veux. Nous avons mangé des snacks pris au distributeur sur le lit, et regardé un film de Noël où tout le monde découvre le sens de la famille. Leia a ri des passages drôles. J'ai ri aussi, mais c'était un rire ténu, comme si mon corps ne se souvenait plus tout à fait comment faire. Mon téléphone était posé sur la table de chevet, vibrant à en mourir, Marianne, Sloan, Tran. Les appels s'accumulaient, les messages vocaux aussi. Je les ignorais tant que Leia était réveillée. Je ne voulais pas de leur voix dans cette chambre. Je ne voulais pas que leur panique se mélange au chocolat chaud et au rire de dessins animés de ma fille. Quand Leia s'est enfin endormie, étalée en étoiles, je suis resté assis dans le noir, la télévision en sourdine, fixant mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il a vibré à nouveau. J'ai répondu car, à un moment donné, on ne peut esquiver que jusqu'à un certain point, avant que la chose évitée ne devienne un danger d'une autre nature. Allô, j'ai dit calmement. Bowen. La voix de Marianne a jailli dans mon oreille, trop enjouée, trop au perché, comme si elle avait pleuré et essayait de le cacher. Oh, merci mon Dieu. Où es-tu? Es-tu en sécurité? Est-ce que Leia va bien? L'inquiétude a duré exactement le temps qu'il lui a fallu pour réaliser que j'écoutais. Nous allons bien, j'ai dit froidement. Bowen, s'il te plaît, s'est-elle précipitée? Nous ne le pensions pas. Tu sais bien que nous ne le pensions pas. En arrière-plan, j'entendais la voix de Sloan, tranchante et furieuse, dis-lui de revenir. Une autre voix, celle de Graham, basse et tendue, mais le haut-parleur. Marianne a hésité, puis j'ai entendu le déclic. Bowen, a dit Graham, et son ton m'a noué l'estomac. Pas une excuse, un ordre. C'est ridicule. Reviens ici et répare ça. Sloan est intervenu, ouais, arrête de jouer les martyrs. Tu es en train de gâcher Noël. Tran a ri en fond, un son court et grinçant. Mec, annule tout ça, a-t-il dit, comme si j'avais cassé un jouet et que je devais le recoller. J'ai regardé ma fille dormir sous la couverture de l'autel, et j'ai senti quelque chose devenir froid et implacable en moi. Vous avez déjà gâché Noël, j'ai dit doucement. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir, alors que mon enfant était assise juste là. Les esprits étaient échauffés, a dit Marianne rapidement. Tu sais comment est ta sœur? Je sais, j'ai répondu. Je sais exactement comment est Sloan, et je sais exactement comment tu es toi aussi. Un silence, bref et électrique. Puis Sloan a lâché, ne fais pas ça. Ne parle pas comme si tu étais au-dessus de tout ça. J'étais venu pour donner, j'ai dit, et les mots avaient un goût étrange car je n'avais pas prévu de les dire à voix haute. Je n'étais pas venu pour vous demander quoi que ce soit. J'étais venu pour vous aider, et vous m'avez traité comme si j'étais venu quémander. La respiration de Sloan s'est coupée un court instant. La voix de Graham a monté. Ce que tu as fait est ignoble. On ne déchire pas un document pour s'en aller comme ça. Tu peux le refaire.
Tu peux l'écrire à nouveau, là, maintenant. C'était donc là. Pas d'excuse, pas une question sur Leia. Une exigence. Refais-le. Écris-le à nouveau maintenant. La voix de Marianne s'est brisée. Bowen, s'il te plaît. S'il te plaît, répare ça. J'ai pris une lente inspiration. Non, j'ai dit. Le mot est sorti calme, presque doux, ce qui m'a surpris moi-même. Pas ce soir. Pas après ce que vous avez dit. Bowen, a murmuré Marianne, la panique dans la voix. S'il te plaît. Non, j'ai répété. Et cette fois, c'était comme le bruit d'une porte que l'on verrouille de l'intérieur. Bonne nuit. J'ai coupé l'appel et j'ai posé le téléphone face contre table. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair d'une façon qu'il n'avait plus été depuis des mois. Dehors, les voitures glissaient sur le bitume mouillé. À l'intérieur, ma fille dormait, en sécurité. Et quelque part, dans la maison de mes parents, ils fixaient des morceaux de papier déchirés, réalisant qu'ils n'avaient pas supplié leur fils, mais ce qu'ils pensaient qu'il valait. Le matin est arrivé trop vite. Les rideaux de l'hôtel ne bloquaient jamais tout à fait la lumière, et la mince bande de gris au bord de la fenêtre semblait forcer mes paupières avant que je ne sois prêt. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où nous étions, oublié l'allée, le papier déchiré, les cris. Puis Leia a bougé dans son lit, a soupiré dans son sommeil, et tout est revenu à sa place avec un choc sourd. Je me suis levé silencieusement, j'ai enfilé mes vêtements de la veille et je suis resté près de la fenêtre, regardant les voitures circuler dans le parking humide, comme si rien n'avait changé dans le monde. C'est la chose étrange avec les retombées d'un conflit, c'est toujours personnel, mais le reste du monde continue de tourner. J'ai réveillé Leia doucement, en gardant une voix douce et neutre, comme s'il s'agissait d'un matin d'école ordinaire. Elle s'est assise sans se plaindre, s'est frotté les yeux, et a demandé si elle pouvait porter son sweat à capuche plutôt que la robe qu'elle avait la veille. J'ai accepté immédiatement. Je ne voulais pas qu'elle porte quoi que ce soit qui lui rappelle cette table. Nous avons rendu les clés, remercié à nouveau la réceptionniste, et avons repris la route. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant le trajet, je ne m'en sentais pas capable. Leia fredonnait doucement sur la musique de la radio, puis se taisait à nouveau, sa main posée sur la poignée de la porte comme si elle avait besoin de savoir où se trouvait la sortie. Quand nous nous sommes arrêtés devant son école, tout semblait douloureusement normal, des parents en doudoune, des enfants avec des sacs à dos trop grands pour eux, une bannière souhaitant de joyeuses fêtes à tout le monde. Leia a hésité plus longtemps que d'habitude avant de descendre de voiture. Elle s'est penchée et m'a serré fort le cou. « Tu seras là ?» a-t-elle demandé. Ce n'était pas une question, mais une affirmation qu'elle avait besoin d'entendre. « Je serai juste ici », j'ai dit. Elle a hoché la tête, a hésité encore, puis a fini par marcher vers les portes sans se retourner. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur. Ce n'est qu'alors que je me suis autorisé à respirer. Le premier appel est arrivé avant même que je ne redémarre le moteur, un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Une tante du côté de mon père. « Bowen » a-t-elle dit sans même me saluer, la voix déjà chargée de jugement. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Ta mère n'arrête pas de pleurer. » J'ai fermé les yeux. « Bonjour à toi aussi », j'ai dit. Elle a soufflé, ce n'est pas drôle. La famille, c'est la famille. Tu ne peux pas partir en trombe comme ça et humilier tes parents. C'était là, la version de l'histoire déjà toute faite. Je n'ai rien dit. Elle a comblé le silence par ses propres certitudes, tu dois t'excuser. J'ai raccroché. Un autre appel est arrivé immédiatement. Un cousin. Puis un autre. Les messages ont commencé à s'accumuler. J'ai entendu dire que tu as fait pleurer ta mère. J'ai entendu dire que tu as pété les plombs. J'ai entendu dire que tu as fait honte à tout le monde. Chaque message suivait le même script, pas de questions, pas de curiosité, seulement des conclusions. J'ai réalisé, avec une clarté glaciale, qu'il ne s'agissait pas d'un simple filet de rumeurs, mais d'une offensive. Quelqu'un avait ouvert les vannes et l'histoire se déversait rapidement, déjà façonnée, déjà cadrée. Le temps que je rentre à Mount Pleasant, mon téléphone me semblait plus lourd que mon portefeuille ne l'avait jamais été à l'époque où je comptais chaque dollar. J'ai posé mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures, et je suis resté debout dans mon appartement silencieux alors que les vibrations continuaient. Le calme de la pièce rendait les voix dans ma tête plus bruyantes.
J'ai vérifié à nouveau mon téléphone et j'ai vu une notification qui m'a glacé le sang. Sloan avait publié quelque chose. Je n'ai pas ouvert le message tout de suite. Je suis resté là à fixer l'écran comme s'il allait me mordre. Puis j'ai ouvert. La photo était parfaite, Sloan debout dans le salon de mes parents, le sapin brillant derrière elle, le bras de Tran autour de sa taille, Marianne en arrière-plan tenant une tasse comme dans une publicité pour un magazine. La légende était longue, soigneusement écrite. Elle parlait de limites, de conversations difficiles, de la difficulté de laisser entrer les gens. Puis elle a frappé. Bowen est venu hier soir pour chercher de la sympathie, a-t-elle écrit. Quand nous avons enfin fixé des limites saines, il a mal réagi et est parti avec fracas. Limites saines. J'ai failli rire. Puis elle est passée à la partie qui, elle le savait, ferait mouche. Et oui, avant que tout le monde ne pose la question, a-t-elle ajouté, Bowen a récemment reçu une très grosse somme suite au décès d'Evelyn et refuse toujours d'aider nos parents. Certaines personnes préfèrent punir leur propre famille plutôt que d'agir comme des êtres humains décents. J'ai senti mes mains se glacer. Elle l'avait fait. Elle avait pris la mort de ma femme et l'avait transformée en un test moral que j'étais censé avoir raté. Elle avait présenté mon refus d'être contrôlé comme de la cupidité. Elle s'était assurée que quiconque lirait cela penserait que je thésaurisais de l'argent taché de sang, pendant que mes pauvres parents souffraient. Les commentaires affluaient déjà. Tellement triste. Je prie pour tes parents. La famille, c'est tout ce qu'on a. Je me suis toujours posé des questions sur lui. Pauvre Marianne. J'ai posé le téléphone comme s'il me brûlait les doigts. Ma poitrine me semblait oppressée, comme s'il n'y avait plus assez d'air dans la pièce. Puis une autre notification a vibré, un email de quelqu'un au travail. Rien d'accusateur, juste prudent, et, je voulais juste prendre des nouvelles. J'ai entendu dire des choses. J'espère que tu vas bien. C'était pire que de la colère. C'était de l'inquiétude matinée de doute. L'histoire s'échappait de la bulle familiale pour s'infiltrer dans ma vie réelle. Je me suis assis à table et j'ai pris ma tête entre mes mains. Un instant, le vieux réflexe a ressurgi, se taire. Ne pas aggraver les choses. Laisser passer la tempête. J'avais vécu toute ma vie ainsi, laissant les autres raconter ma vie pour me réduire à quelque chose de plus petit que ce que j'étais. Puis j'ai repensé à la main de Leia agrippant mon t-shirt dans le couloir. J'ai repensé à sa question, pour savoir si je serais toujours là à la fin de l'école. Le silence ne m'avait jamais protégé, il ne m'avait rendu que plus facile à utiliser. La pression a monté d'un cran dans l'après-midi. Une mère de famille que je connaissais vaguement à la sortie de l'école a fait un commentaire qui se voulait innocent, mais ne l'était pas. Les enfants ressentent le stress, vous savez, a-t-elle dit, en jetant un coup d'œil à Leia comme si elle posait un diagnostic. Un enfant dans la classe de Leia lui a demandé pourquoi sa grand-mère ne voulait pas d'elle à Noël. Cette remarque-là, elle l'a ramenée à la maison en s'y accrochant, la confusion et la douleur entremêlées. Je me suis agenouillé devant elle, le cœur brisé une fois de plus, et je lui ai expliqué que les adultes disent parfois des choses cruelles quand ils veulent avoir le contrôle, et que cela ne signifie jamais que l'enfant a fait quelque chose de mal. Elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Une fois Leia endormie, j'ai cessé de prétendre qu'il ne s'agissait que d'un bruit de fond. Je me suis assis à table et j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai pris des captures d'écran de la publication de Sloan. J'ai sauvegardé les commentaires avant qu'ils ne disparaissent. J'ai noté l'heure des appels, les noms, les phrases utilisées. J'ai remonté mon application bancaire plus loin que je ne l'avais jamais fait. Mois après mois, les mêmes petits virements que j'envoyais à mes parents depuis des années, sans jamais en parler publiquement, $200, parfois plus. Toujours à l'heure. Je me suis souvenu d'une publication Facebook que Marianne avait faite des mois auparavant, avec un émoticône triste et une phrase sur le fait de se sacrifier pour la famille quand c'est difficile. Je l'ai retrouvée. Je l'ai fixée longuement. L'hypocrisie s'étalait là, en toutes lettres. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est débloqué. L'histoire de Sloan avait un point faible. Elle disait que je n'avais jamais aidé. Elle disait que mes parents m'avaient porté. Et j'avais la preuve que le contraire était vrai. Pas des opinions, pas des sentiments. Des preuves. Il ne s'agissait plus d'argumenter, il s'agissait de faits. Je me suis fixé des règles avant de faire quoi que ce soit d'autre, je ne m'emporterai pas, je n'insulterai pas,
je n'entraînerai personne dans la boue par l'émotion. J'énoncerai ce qui s'était passé, quand c'était arrivé, et je montrerai la vérité. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai tapé les points principaux en phrases courtes et nettes. 3 lignes sur Noël. Une ligne sur ma fille qui avait tout entendu. Une série de captures d'écran qui parlaient d'elle-même. J'ai fixé les preuves étalées proprement sur mon écran et j'ai senti le poids de mon choix. Une fois que j'aurais publié ceci, il n'y aurait plus aucun moyen de prétendre pouvoir revenir à l'avant. Les larmes et les gâteaux ne suffiraient pas. Ils allaient attaquer plus fort, je le savais. J'ai pris une inspiration et j'ai fermé l'application sans publier. Pas encore. Je voulais une dernière nuit de calme avec ma fille avant que la tempête ne reprenne. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de sérénité, comme si la décision avait déjà été prise dans une couche profonde de mon esprit. J'ai préparé le déjeuner de Leia, j'ai noué ses chaussures, je l'ai accompagnée à l'école, et j'ai attendu de la voir disparaître derrière les portes avant de m'installer dans ma voiture et de sortir mon téléphone. J'ai ouvert l'éditeur de publication et j'ai tapé lentement. Ce n'est pas un coup de colère, j'ai écrit. C'est simplement la vérité. Puis j'ai listé ce qui s'était passé exactement comme c'était arrivé, au dîner de Noël, Sloan m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Marianne a dit que Noël était bien mieux sans moi. Graham n'a rien dit. Ma fille de 7 ans a tout entendu. J'ai joint les captures d'écran des virements bancaires, chacun daté, constant, d'une régularité presque banale. J'ai joint l'ancienne publication de Marianne juste en dessous. J'ai ajouté une dernière phrase, pendant des années, j'ai aidé discrètement. Je n'ai jamais rien publié à ce sujet. La seule fois où j'ai eu besoin d'espace pour protéger mon enfant, on m'a fait passer pour un monstre. Je n'ai identifié personne. Je n'ai pas ajouté d'émoticône. J'ai cliqué sur publier. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je suis rentré. Cela n'a pas été long. En moins d'une heure, les commentaires sous la publication de Sloan ont commencé à changer de ton. Les gens posaient des questions. Quelqu'un a écrit « Attendez, il leur envoyait de l'argent tous les mois ». Un autre a dit « Pourquoi mettre un enfant à la porte ?» Un membre de la famille que j'avais toujours respecté a commenté publiquement que ce qui s'était passé était honteux. J'ai regardé Sloan modifier sa légende, puis la modifier à nouveau, puis commencer à supprimer des commentaires par blocs entiers. Mais les captures d'écran ne disparaissent pas une fois qu'elles circulent. Mon téléphone vibrait de messages privés, certains s'excusaient, certains étaient sidérés, certains reconnaissaient en silence qu'ils avaient cru à la mauvaise version. Puis le ton a encore changé. Sloan a publié un nouveau message, plus court, plus incisif. Elle insinuait que je n'étais pas stable, que le deuil m'avait changé, que j'avais peut-être besoin d'aide. C'était assez subtil pour paraître inquiet, mais assez pointu pour semer le doute. J'ai ressenti un frisson de peur familier. Ce genre d'insinuation peut tout vous coûter si elle prend racine. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone s'est éclairé de messages auxquels je ne m'attendais pas, des gens me disant de faire attention, des gens me disant de tout sauvegarder. Puis sont arrivés les SMS privés de ma famille. Marianne d'abord, Bowen. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le nous et nous pourrons réparer ça. Réparer, toujours ce mot. Graham a suivi, ça a été assez loin comme ça. Supprime ça et nous discuterons. Puis Sloan, nous n'avons pas besoin de faire ça publiquement. Nous pouvons trouver un arrangement si tu t'arrêtes maintenant. C'était là, nu et indéniable. J'ai pris des captures d'écran de chaque message, notant l'heure, l'ordre des faits, le passage de l'outrage à la négociation. J'ai transféré des copies à un compte email que j'avais créé uniquement pour cela. Je ne faisais pas preuve de paranoïa, je faisais preuve de prudence. En fin d'après-midi, je pensais que le pire était cantonné aux écrans. Puis on a sonné à la porte. Je me suis figé. Leia était au salon sur le tapis, en train de colorier, fredonnant doucement. Le son a traversé l'appartement comme une lame de rasoir. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le judas. Marianne était là, tenant un gâteau sous une cloche en plastique, Graham à ses côtés, les mains dans les poches. Sloan était un peu en retrait, tremflottant derrière elle comme un renfort. Marianne souriait trop largement en voyant la lumière de la caméra. Nous voulons juste parler, a-t-elle appelé. Nous avons apporté quelque chose pour Leia. J'ai senti ma mâchoire se serrer.
Je n'ai pas ouvert. J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé ma fille. Elle s'était levée, serrant son livre de coloriage contre elle, ses yeux faisant la navette entre moi et la porte. Je me suis agenouillé devant elle. Reste ici, j'ai dit doucement. Elle a hoché la tête, la peur et la curiosité se mélangeant sur son visage. Je me suis retourné vers la porte. Vous devez partir, j'ai dit à travers le bois, d'une voix ferme. Le sourire de Marianne s'est effrité. Ne sois pas comme ça, a-t-elle dit. C'est Noël. La voix de Sloan a jailli, plus dure, nous faisons ça pour elle. Tran a ajouté, la famille pardonne, mec. J'ai posé la main sur le verrou et j'ai senti le poids solide du métal sous ma paume. La petite main de Leia s'est glissée dans mon t-shirt par derrière, agrippant le tissu comme une bouée de sauvetage. J'ai regardé vers elle, vers cette confiance dans ses yeux, vers cette façon qu'elle avait d'attendre que je choisisse. On a sonné à nouveau, de façon plus insistante. Ouvre la porte, s'il te plaît, a supplié Marianne. On veut juste discuter. Je n'ai pas bougé. Je savais alors, avec une certitude qui semblait presque apaisante, que ce qui allait suivre définirait le reste de nos vies. Et je ne choisissais pas le confort, je choisissais mon enfant. Je suis resté debout, la main appuyée contre le chambranle de la porte, assez près du verrou pour sentir le métal froid à travers le bois. Par le Judas, je les voyais tous clairement, disposés comme s'ils avaient répété la scène, Marianne au centre, le gâteau à hauteur de poitrine, le glaçage impeccablement lisse comme preuve de ses bonnes intentions, Sloan un demi-pas sur le côté. Inclinée juste assez pour paraître coopérative plutôt que provocatrice, Tran derrière elle, les bras ballants, une posture décontractée comme celle des hommes qui s'attendent à soutenir l'autorité d'un autre. Graham se tenait un peu à l'écart, les épaules carrées, le visage fermé. Son silence était plus pesant que n'importe quel discours. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'en avais pas besoin. Je me suis décalé légèrement pour que mon corps bloque le couloir derrière moi, me plaçant entre eux et Leia sans en faire trop. Elle était assez proche pour que je sente la légère pression de ses doigts repliés dans le dos de mon t-shirt. Marianne s'est penchée vers la porte, sa voix grimpant dans ce registre sirupeux qu'elle réservait au moment public. Leia, ma chérie, a-t-elle appelé, assez fort pour que les voisins entendent s'ils étaient à l'écoute. Viens faire un câlin à grand-mère. Leia n'a pas bougé. J'ai senti sa prise se raffermir, son corps reculer plutôt que d'avancer. Cette réaction m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sloan l'a remarqué immédiatement. Ses yeux ont fixé la porte, puis se sont plissés. Tu vois ce que tu as fait, a-t-elle dit sèchement. Tu lui as fait peur. Tu l'as empoisonné contre nous. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour être entendu clairement, mais pas assez pour leur laisser de l'espace. Non, j'ai dit. Je n'ai rien empoisonné du tout. Vous m'avez dit de partir et de ne jamais revenir. Vous avez dit que Noël était bien mieux sans moi. Vous l'avez dit devant mon enfant. Le sourire de Marianne a vacillé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le force à revenir. Nous étions bouleversés, a-t-elle dit vite. Les émotions étaient fortes. Tu sais comment c'est. Je sais exactement comment c'est, j'ai répondu. Et c'est pour ça que vous n'entrez pas. Graham a enfin pris la parole, d'une voix basse et contenue. Tu vas trop loin. Tu utilises une seule soirée pour punir ta famille. J'ai croisé son regard à travers la vitre. La punition, c'est de jeter un enfant hors d'une maison. Ça, c'est la conséquence. Le mot a frappé plus fort que je ne l'espérais. Le ton de Marianne a changé, la douceur s'est évaporée. Qu'est-ce que tu veux, Bowen, a-t-elle demandé. Dis-le nous. On peut arranger ça. C'était donc ça. Pas du remords, de la négociation. Sloan s'est intervenu avec assurance, nous sommes des adultes. Nous pouvons parler de chiffres. On peut trouver un arrangement équitable. Tran a hoché la tête, ajoutant, la famille fait des sacrifices les uns pour les autres. Ne brûle pas tout par simple fierté. Graham a expiré bruyamment. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu nous fais subir, a-t-il dit. Sais-tu à quel point tu nous causes du tort? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai baissé les yeux et j'ai senti le front de Leia pressé contre mon dos. Sa respiration me réchauffait à travers le tissu. Vous n'avez toujours pas demandé comment elle allait, j'ai dit.
La mâchoire de Graham s'est serrée. Ce n'est pas la question. Et voilà. La patience de Sloan a fini par craquer. Tu ne vas pas bien, a-t-elle dit, sa voix descendant vers quelque chose de plus glacial. Tout le monde peut le voir. Tu devrais aller parler à quelqu'un. Ce genre de comportement n'est pas équilibré. Tran a changé de posture. Ne nous oblige pas à faire ça à la dure, a-t-il ajouté doucement. La menace était là, posée sur la table. J'ai senti mon pouls battre dans mes oreilles, mais ma voix est restée stable. Vous ne mettrez pas les pieds chez moi, j'ai dit. Vous n'aurez pas accès à ma fille. Désormais, tout contact passera par écrit. Si vous vous présentez à nouveau, je considérerai cela comme du harcèlement. La caméra a tout enregistré depuis le début. Les yeux de Marianne se sont levés vers l'objectif, la panique traversant son visage. Bowen, s'il te plaît, a-t-elle dit, sa voix se brisant enfin. Ouvre la porte. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai refermé la porte. Pas violemment, pas de façon théâtrale. J'ai tourné le verrou et je l'ai senti s'enclencher avec un clic final et solide. Je me suis agenouillé devant Leia et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Tu es en sécurité, j'ai dit doucement. Plus personne ne te fera sentir que tu n'es pas désiré. Elle a hoché la tête une fois, puis a enroulé ses bras autour de mon cou. Une fois que leurs bruits de pas se sont estompés, j'ai récupéré les images de la sonnette et je les ai sauvegardées, puis j'ai fait une sauvegarde des messages qu'ils avaient envoyés après, ceux qui parlaient de réparer les choses et d'annuler ce que j'avais fait. Un message vocal de Marianne sortait du lot. Elle ne mentionnait pas Leia une seule fois. Elle mentionnait à quel point ils avaient été proches, l'aide qu'ils avaient presque reçue. Le montant exact lui échappant avant qu'elle ne se reprenne. Je me suis assis sur le sol de la cuisine et j'ai compris une chose avec une clarté douloureuse, ce ne serait pas fini tant que toute la vérité n'aurait pas été dite. Le temps a passé par petites étapes délibérées. Les semaines sont devenues des mois. J'ai reconstruit nos journées morceau par morceau, comme on reconstruit après une tempête quand on ne peut pas se permettre un nouvel effondrement. Les matinées de Leia sont redevenues prévisibles, le petit déjeuner à la même heure, le même trajet vers l'école, et la même place à table, là d'où elle peut voir la fenêtre. J'ai gardé mon téléphone hors de sa vue autant que possible, j'ai désactivé les notifications et filtré les messages. J'ai vu la tension quitter ses épaules lentement, comme de l'air s'échappant d'un nœud trop serré. Son sommeil est devenu plus profond. Elle s'est mise à rire sans vérifier l'ambiance de la pièce au préalable. Elle a cessé de demander quand nous retournerions chez ses grands-parents. Quand elle les mentionnait, c'était avec douceur, avec prudence, comme on tâte une échymose. Je ne lui ai jamais menti, je lui ai dit la vérité par petits bouts, ce qu'elle pouvait porter. J'ai tout organisé comme j'avais appris à le faire dans les mois qui ont suivi la mort d'Evelyn, par ordre chronologique, proprement. Capture d'écran, date, déclaration, vidéo. Je n'ai pas publié sans arrêt, je n'ai pas débattu en ligne. J'ai gardé le dossier prêt, au cas où. Quand des rumeurs ont refait surface, j'ai partagé les faits en privé et j'ai refermé la porte. Finalement, le bruit s'est estompé. Les gens ont perdu tout intérêt quand l'histoire a cessé d'évoluer. J'ai fait une dernière mise au point publique, brève et sans fioriture. J'ai énoncé le montant du règlement clairement, sans drame, sans excuse. J'ai expliqué ce que cela représentait, une compensation pour une perte évitable, pas de la chance, pas une récompense. J'ai dit qu'avant Noël, j'avais prévu d'aider mes parents de façon substantielle pour effacer leurs dettes et stabiliser leur avenir. J'ai dit que ce projet avait pris fin au moment où ma fille s'était entendue dire qu'elle n'avait pas sa place. Je n'ai insulté personne. Je n'en avais pas besoin. La vérité a fait son œuvre seule. Puis, j'ai tourné la page. J'ai acheté une maison modeste à mon nom, assez près de l'école de Leia pour qu'elle puisse y aller à vélo les après-midi de beau temps. J'ai ouvert son compte pour ses études, un compte d'urgence et des investissements à long terme conçus pour fructifier lentement et sûrement. Je n'ai rien cherché de clinquant, j'ai cherché la stabilité. Par des parents éloignés et des nouvelles indirectes, j'ai appris ce qu'ils étaient devenus. La maison a été vendue. Leurs projets de retraite sont tombés à l'eau. Sloan a cessé de publier des photos de famille et s'est tourné vers des citations vagues sur la trahison et la résilience. Marianne et Graham racontaient à qui voulait l'entendre à quel point ils avaient été proches de recevoir de l'aide, et à quel point tout cela était injuste. Ce qu'ils n'ont jamais dit,
pas une seule fois, c'est qu'ils étaient désolés pour ce qu'ils avaient dit à une enfant. Cette absence de mots m'a tout confirmé. Evelyne me manque toujours. Ce deuil ne s'est pas évaporé, certains matins, il frappe encore fort, soudain et tranchant. L'argent n'a rien réparé à cela. Ce qu'il a fait, c'est enlever la peur qui s'était enroulée autour de ma poitrine, la peur de devoir choisir entre la survie et la dignité. J'ai choisi ma fille. J'ai choisi la sécurité, plutôt que leur approbation. Un soir, j'étais dans la cuisine de notre nouvelle maison pendant que Léa courait dans le couloir en riant, m'appelant sans hésitation, sans essayer de se faire petite. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai laissé le calme s'installer. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Et pour la première fois, je savais que je ne retournerais jamais à cette table, et que je n'avais pas besoin d'y être invité pour me sentir entier. Quand le vacarme s'apaise enfin, ce qui reste n'est ni la dispute, ni l'argent, ni de savoir qui avait raison. Ce qui reste, c'est la compréhension silencieuse que certains moments changent la forme de nos vies pour toujours. Nous ne les reconnaissons pas toujours lorsqu'ils arrivent. Parfois, ils ressemblent à une perte. Parfois, ils résonnent comme un rejet. Mais plus tard, quand nous retrouvons notre souffle, nous réalisons que ces moments nous posaient une seule question difficile, qui sommes-nous prêts à protéger, et à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Si cette histoire laisse une trace, j'espère que ce sera cette pensée douce, que nous pourrons partager un instant, que la compassion ne ressemble pas toujours au pardon, et que la force ne s'exprime pas toujours dans le bruit. Parfois, la force consiste à choisir la sécurité plutôt que l'approbation. Parfois, c'est choisir la paix plutôt que d'être compris. Et parfois, c'est accepter que nous ne pouvons pas sauver chaque relation sans nous perdre nous-mêmes en chemin. Rien de tout cela ne fait de quiconque un monstre. Cela nous rend simplement humains, et essayons de faire de notre mieux avec les cartes qui nous ont été distribuées. Merci d'avoir écouté cette histoire.